Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. Le groupe d'origine est composé de maçons de 32e degré et se sert de différentes loges maçonniques pour le recrutement et la base du projet. Le franc-maçon de plus haut rang à être recruté est le baron Knigge, un aristocrate du nord de l'Allemagne également connu sous le nom d'Adolf Francis. Il joue un rôle majeur sur le front maçonnique européen. Les Illuminati sont extrêmement secrets, dissimulant leurs groupes et leurs identités derrière des pseudonymes classiques. Ainsi, Weishaupt est Spartacus et Knigge Philo. Le quartier général s'appelle Éleusis, l'Autriche est désignée comme l'Égypte. Même les dates sont cryptographiées. Sous la conduite de Knigge, les rangs des Illuminati atteignent plus de 3000 hommes. Mais un succès aussi rapide engendre l'opposition, notamment de la part des jésuites qui, dès le début, combattent les Illuminati avant que l'ensemble des prêtres ne deviennent activement leurs ennemis. Dès lors, l'Église catholique mène l'offensive contre la confrérie secrète. L'opposition grandit au point que le gouverneur de Bavière déclare dans un édit de 1784 que les Illuminati représentent une conspiration hors la loi. Un grand nombre de leurs membres est emprisonné et certains, dont Weishaupt, sont bannis du royaume. L'illuminisme et bientôt la franc-maçonnerie sont contraints de quitter la Bavière. À la fin du XVIIIe siècle, les Illuminati semblent avoir été complètement éradiqués. Mais la disparition de la confrérie secrète, tout comme celle qui l'ont précédée, n'est qu'une apparence. Elle n'a fait que passer dans la clandestinité en prenant le soin d'ajouter un article de plus à sa liste de sombres objectifs, celui d'infiltrer et de faire tomber la religion catholique. Lorsqu'on observe le monde d'aujourd'hui, que voit-on de toutes ces communautés secrètes? Les groupes maçonniques sont la communauté dominante et existent au grand jour à travers le monde. De nos jours, dans le rite américain dit d'York, le degré de chevalier du temple est le plus haut grade de la hiérarchie. Ce qui se passe dans les loges maçonniques est encore relativement secret. Seuls les dignitaires du plus haut échelon ont probablement connaissance des rituels obscurs, des objectifs et des vendettas menés contre l'Église catholique. Les francs-maçons et les templiers se sont parfaitement intégrés au sein des sociétés les plus respectées de notre monde. Dans une moindre mesure, les assassins ont fait des apparitions périodiques au cours de l'histoire.
Au début du 19e siècle, ils apparaissent en Inde sous la direction de l'Aga Khan, à qui ils attribuent des pouvoirs divins. À la fin du 19e siècle, l'Aga Khan les mène jusqu'en Afghanistan, où ils développent des relations durables avec les Britanniques. Plus tard, les descendants de l'Aga Khan infiltrent davantage les cultures occidentales. Le mariage du prince Ali Aga Khan, petit-fils d'Aga Khan II, avec l'actrice américaine Rita Hayworth en est un exemple frappant. Les assassins, en tant qu'organisation meurtrière secrète, appartiennent-ils désormais au passé? Les effusions de sang perpétrées de nos jours par les extrémistes islamiques portent à croire que les assassins sont encore bien actifs. Le prieuré de Sion est également toujours en activité de nos jours. D'ailleurs, un grand nombre de figures illustres de l'histoire y auraient servi comme grands maîtres. Certaines preuves confirment cette hypothèse. En 1975, une découverte est effectuée dans une librairie parisienne. On y trouve des parchemins désignés sous le nom de dossier Le Carré. Ces documents révèlent entre autres que Léonard de Vinci, Victor Hugo et Isaac Newton ont été des membres secrets du prieuré. Certains attribuent la création de l'Union européenne au prieuré de Sion. François Mitterrand aurait été un de ses membres, tout comme beaucoup d'autres puissants de ce monde. Quant à la lignée des Mérovingiens que cette institution a fait le serment de protéger, elle se poursuit. À travers les mariages incestueux au cours des siècles, la plupart des familles royales d'Europe peuvent faire valoir leur descendance mérovingienne. On dit que les 44 présidents des États-Unis seraient tous issus de ces familles royales. Le vaste réseau relationnel du prieuré de Sion a fourni aux Illuminati les moyens d'influencer la politique et le pouvoir aux quatre coins du monde. Justement, qu'est-il advenu des Illuminati d'Adam Weishaupt, la plus secrète d'entre toutes ces communautés, cette confrérie qui a fait le vœu de rassembler toutes les autres pour diriger le monde? Poursuit-elle toujours son plan diabolique de domination planétaire? Nous avons découvert de nouveaux faits troublants qui révèlent que cette organisation est encore plus puissante de nos jours. L'étude d'une société top secrète se rapproche de celle des courants d'un lac. Les rides de la surface fournissent des indices sur ce qui se passe dans l'obscurité des profondeurs. Le plan d'envergure des Illuminati exige d'infiltrer les gouvernements à travers le monde. Au cours de notre vaste enquête, nous nous sommes concentrés sur une seule cible, l'ex-URSS, afin de déterminer comment elle a pu être manipulée par les Illuminati. Un moyen efficace de contrôler un gouvernement serait d'infiltrer ses services secrets. Les récentes révélations émanant des dossiers du KGB donnent un aperçu sans précédent de la situation. Maintenant que la guerre froide est terminée, des informations confidentielles sortent en fraude des coffres étroitement surveillés de ce qui fut l'Union soviétique. Depuis le passage à une économie de marché, de nombreux articles autrefois inaccessibles aux Russes arrivent progressivement sur le marché noir. On dit que tout est à vendre en Russie, y compris les secrets d'État et les espions qui les détiennent. Après la chute de l'Union soviétique, le KGB est dissous. Le nouveau gouvernement forme ses propres services de sécurité et de renseignement. De nombreux anciens cadres du KGB sont réintégrés, mais beaucoup se retrouvent sans travail. Parmi ceux qui sont employés, une partie importante ne touche pas le salaire convenu. Nous sommes surpris de constater que de nombreux anciens membres du KGB sont disposés, moyennant finances, à livrer le récit de première main de leurs activités confidentielles avec l'agence. Cependant, lorsque le sujet des Illuminati est abordé, aucune somme ne peut convaincre les langues de se délier. Nous en déduisons que nous tenons la bonne piste et que nous sommes probablement sur le point de découvrir la présence de la confrérie secrète au sein du KGB.
Les anciens employés du KGB acceptent de nous aiguiller vers leurs sources de marché noir où nous obtiendrons peut-être d'autres renseignements, mais à nos risques et périls. Bien que la plupart des pistes se soient avérées improductives, nous constatons qu'avec de la persévérance, de l'argent et un peu de chance, il est possible d'acquérir des documents soviétiques confidentiels. Grâce à une caméra cachée, nous avons enregistré plusieurs rendez-vous sur une période de quelques mois, au cours desquels nous avons tenté d'obtenir des dossiers présentant un intérêt notoire. Cette transaction entre un de nos contacts moscovites et des revendeurs au marché noir s'avère une de nos tentatives les plus fructueuses, bien que ponctuée de quelques moments de tension. C'est à peu près ce que je cherche. C'est ce que je te dis. On doit payer notre type et arranger l'affaire. On l'avait dit 5000. C'est tout ce que j'ai. Il nous faut plus d'argent que ça. Écoute, il nous faut plus que ça, compris? Bon, d'accord, donne-nous 5000, ça va. Tu nous donneras le reste demain ou après-demain, peu importe. On est tombé d'accord sur 5000. Je ne reviendrai pas. C'est tout ce que j'ai. Alors on reprend les documents. Une fois à l'abri des revendeurs au marché noir, la lecture des documents confirme l'une des informations les plus précieuses que nous ont fournies les ex-agents du KGB. Exactement ce que l'on nous avait dit. En effet, le KGB consignait soigneusement ses activités sur des documents, des films et des bandes, lesquels étaient entreposés sous haute surveillance dans un local situé sous le QG de l'agence. Il s'agit sans doute des archives les plus sensibles en possession du KGB, car elles pourraient mettre en lumière les activités les plus intimes des services de renseignement et peut-être établir le lien avec les Illuminati. Les documents que nous avons achetés au marché noir revêtent une très grande importance. Ils révèlent non seulement l'existence d'autres documents du KGB, mais nous apprennent également où ces éléments sont gardés. Fort de cette information de taille, nous retournons donc voir nos contacts du marché noir. Nous sommes convaincus qu'avec la disparition du KGB, la plupart des mesures de sécurité destinées à protéger ces documents ont été abandonnées. Une personne habilitée connaît certainement leur existence et devrait nous permettre de nous les procurer, moyennant finance. Au cours des 5 mois qui suivent, nous occupons nos sources à s'efforcer d'obtenir ces documents top secrets du KGB. Cette transaction entre un de nos contacts moscovites, un interprète et un revendeur au marché noir local, donne des résultats surprenants. La rencontre se tient dans une fabrique de textiles du quartier Sokornoki de Moscou. Ce bureau est celui de l'entrepreneur moscovite propriétaire de l'usine, qui l'utilise aussi bien pour ses affaires licites qu'illicites. À l'issue des présentations, notre contact demande au revendeur si les documents du KGB se trouvent sur les lieux. Les dossiers relatifs aux films et aux bandes que le revendeur a promis de livrer sont extraits d'un coffre. Après l'inspection des documents et un bref examen de leur authenticité, la transaction a lieu. Merci. Ravi d'avoir fait votre connaissance. L'argent change de main et le groupe est conduit vers un autre bureau où sont censés se trouver les films et les bandes. Les films, les enregistrements et les dossiers dont nous avions entendu parler refont enfin surface. Les documents confidentiels que nous avons obtenus nous font une révélation effrayante
et prouve que les Illuminati ont bien infiltré l'Union soviétique et le KGB. Ces communiqués entre deux agents haut placés du KGB se réfèrent au premier illuminé, Adam Weishaupt en personne. Ils poursuivent en faisant allusion à une relation avec deux anciens dirigeants de l'ex-URSS, Joseph Staline et Nikita Khrouchtchev. Notre mission, qui consiste à placer des agents au sein du Vatican, est un objectif que Weishaupt, notre fondateur, a évoqué il y a 200 ans. Staline et Khrouchtchev ont tous deux essayé sans succès, mais cette fois je suis certain que nous pouvons y parvenir. Qui plus est, dans le laboratoire, nos enquêteurs font une découverte alarmante. Un agrandissement du document révèle qu'un point quasiment imperceptible à la fin de la dernière phrase de la page est en réalité un sceau. Il représente un œil au-dessus d'une pyramide tronquée, l'insigne officiel des Illuminati, une marque utilisée par la communauté secrète depuis sa création en 1776. Le KGB était déterminé à infiltrer le Vatican. En quoi ce lieu plus qu'un autre est-il si important pour les soviétiques? La réponse est simple. Le Vatican n'aurait représenté aucun intérêt pour les soviétiques, mais ce n'est pas le cas des Illuminati. Non seulement cela leur permettrait-il de poursuivre leurs représailles contre les catholiques, mais ce serait un important moyen d'accomplir leur ultime dessein, contrôler le monde. Le Vatican est sans doute la force qui exerce la plus grande influence sur les peuples. Les mesures dictées par le Vatican touchent 1 milliard de personnes sur tous les continents à travers le globe. À titre de comparaison, 300 millions de personnes vivent sous l'influence directe des États-Unis ou de l'ex-Union soviétique. Un homme règne au-dessus de ce vaste empire de fidèles, le pape, dont les mots et les vœux sont considérés par ses disciples comme une source d'inspiration divine. Aucune autre personne sur Terre ne dispose d'un tel pouvoir et d'une telle emprise. Les Illuminati auraient un grand intérêt à exercer une quelconque influence sur le pape et ses conseillers. Le KGB avait une équipe d'agents assignés en permanence à Rome, mais la cité du Vatican est un univers très fermé. Un État souverain et indépendant avec son propre gouvernement qui existe au sein même de la ville de Rome. Sa surveillance depuis l'extérieur est très incomplète. Nous nous sommes procuré d'autres documents du KGB, grâce auxquels nous avons appris qu'en 1972, les Illuminati ont élaboré un plan audacieux destiné à placer un de leurs hommes des services de renseignement soviétiques à l'intérieur des murs du Vatican. Une fois encore, le point final de la dernière phrase du document dissimule une pyramide coiffée d'un œil, le signe officiel des Illuminati. La confrérie secrète va enfin pouvoir contrôler l'Église catholique depuis l'intérieur. Un agent est dépêché au Vatican, se faisant passer pour un prêtre ukrainien expulsé de son pays pour sa rhétorique anticommuniste. Il est rapidement accueilli par le clergé pro-américain du Vatican. Au bout de quelques mois, il accomplit son objectif principal qui est de gagner la confiance de l'entourage du cardinal Villot, le secrétaire d'État du pape Paul VI.